Papa, reste avec moi. Pas maintenant, pas comme ça, sanglota Clara Dumont en s'accrochant à la poitrine immobile de son père dans la froideur aseptisée de la chambre d'hôpital, sans imaginer qu'à peine un jour plus tard, à peine 24 heures après avoir enterré le seul être qu'il ait aimé sans jamais la trahir, une douleur encore plus violente allait s'abattre sur elle lorsqu'elle aperçut son mari, Julien, debout devant le tribunal, prêt à officialiser son union avec sa maîtresse. Élodie, cette même femme qui avait laissé échapper un murmure de soulagement lorsque le cœur de son père s'était arrêté. Et Clara était là, enceinte de 6 mois, portant en elle un enfant qui ne connaîtrait jamais son grand-père, pressant contre son ventre la vieille veste usée de son père encore imprégnée de son odeur, les mains encore marquées par la terre humide de la tombe où elle avait déposé des fleurs quelques heures plus tôt. Regardant à travers ses larmes son mari épouser une autre femme, jusqu'à ce que son regard se pose sur l'enveloppe qui tremblait entre ses doigts, celle que son père agonisant avait serrée dans sa main avec ses dernières forces en lui murmurant. Ma fille, le jour où je ne serai plus là, ouvre ceci et n'oublie jamais. Tu ne seras jamais abandonnée, jamais démunie, jamais sans pouvoir. Je m'en suis assurée, et à cet instant, Clara comprit que ce qu'elle venait de perdre n'était qu'un prélude à une vérité capable de renverser toutes les certitudes. Ce que Julien ignorait, c'est qu'il embrassait sa maîtresse sur des lèvres qui auraient dû réconforter sa femme enceinte et en deuil. Ce qu'Élodie ignorait, alors qu'elle souriait de triomphe devant la femme brisée portant encore le noir de l'enterrement, c'était que le père de Clara, l'humble concierge qui avait lavé les sols d'une école primaire pendant 35 ans, qui avait travaillé les jours de Noël pour que Clara ait des cadeaux, qui avait mangé des nouilles instantanées le soir pour qu'elle puisse prendre des cours de danse, n'était pas seulement un concierge. Il était un trillionnaire secret, évalué à 5,2 milliards, qui avait tout sacrifié pour apprendre à sa fille que le caractère compte plus que l'argent, que l'amour a plus de valeur que le luxe, et qu'un bon cœur est le seul trésor qui compte vraiment. Et dans exactement 2h47, lorsque les mains de Clara cesseraient enfin de trembler assez pour ouvrir ce testament et hériter de 5 milliards, sa maîtresse Élodie pousserait un cri si brut, si empli d'horreur et de réalisation, qu'il résonnerait dans ce parking comme un animal blessé. Mon Dieu, Julien, tu as quitté une milliardaire, tu as divorcé d'une milliardaire pour moi, qu'avons-nous fait? Mais voici la partie qui va briser votre cœur avant de le reconstruire. 3 semaines avant sa mort, le père de Clara appela son avocat depuis son lit d'hôpital, d'une voix faible mais l'esprit vif, et dit « Maître Laurent, écoutez-moi attentivement. Mon gendre va quitter ma fille, je le vois dans ses yeux. Il la regarde comme un fardeau maintenant qu'elle est enceinte et que je meurs. Alors, je dois être sûr que lorsqu'il partira, lorsqu'il croira fuir la pauvreté pour quelque chose de mieux, il ne pourra jamais toucher à ce que je lui laisse. Placez tout dans une fiducie irrévocable, rendez-la inviolable. Car lorsque ma petite fille découvrira qui elle est vraiment, je veux qu'elle sache que son papa l'a protégée, même depuis la tombe. Écoutez-moi. Si vous vous êtes jamais senti abandonné, trahi ou sous-estimé, vous devez appuyer sur ce bouton d'abonnement maintenant, car l'histoire de Clara est sur le point de vous montrer que parfois, les personnes qui vous quittent vous font la plus grande faveur de votre vie. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez au karma, si vous croyez que les bonnes personnes méritent la justice, si vous croyez que l'amour, le vrai amour, est la seule chose qui dure éternellement. Et commentez ci-dessous pour me dire, avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous aimait plus que sa propre vie? Parlez-moi d'eux, honorez-les, car cette histoire est pour tous ceux qui ont été protégés par quelqu'un qui a vu leur valeur quand personne d'autre ne la voyait. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, pour comprendre pourquoi le père de Clara savait exactement ce que Julien ferait, nous devons revenir 24 heures plus tôt, au moment où tout s'est effondré et s'est reconstruit en même temps. La chambre d'hôpital sentait la mort et le désinfectant. Clara était assise sur la même chaise en plastique depuis 16 heures d'affilée, sa main enroulée autour de celle de son père, regardant les moniteurs mesurer ses derniers instants par des bips et des chiffres qui ralentissaient, s'affaiblissaient. Jacques Dumont, ou comme le monde le connaissait, juste un autre concierge invisible dans une mer de travailleurs, gisait sous des draps blancs qui rendaient sa peau sombre grise, le faisant paraître plus petit qu'il ne l'avait jamais été aux yeux de Clara. Il avait toujours été plus grand que nature pour elle. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo le samedi matin avant son service, l'homme qui assistait à chaque réunion parent-professeur dans son uniforme de travail, sentant le nettoyant et l'effort, assis sur ses petites chaises avec tant de fierté. Peu importait ce qu'il portait ou à quel point il avait l'air fatigué. L'homme qui lui disait chaque soir avant de dormir, « Tu es brillante, tu as de la valeur, tu es aimée sans mesure. » Et maintenant, il la quittait. Le cancer était venu vite et vicieux. 3 mois entre le diagnostic et ce moment,
un pancréas stade 4. Lorsqu'il l'avait découvert, les médecins avaient parlé de 6 mois avec traitement. Il en avait tenu à peine 12 semaines. Le téléphone de Clara vibra sur ses genoux. Elle regarda l'écran à travers ses larmes. Son mari Julien, le message disait « Toujours à l'hôpital, ma présentation a été décalée à demain matin. Je vais rester chez Thomas ce soir pour préparer, ne m'attends pas. » Elle fixa ces mots, quelque chose de froid s'installant dans sa poitrine. Son père était en train de mourir à cet instant même, et Julien s'inquiétait d'une présentation commerciale. Elle ne répondit pas, retourna le téléphone et serra plus fort la main de son père. Ses yeux s'ouvrirent en battant des paupières, toujours vifs, toujours les yeux de son papa, même si tout le reste s'arrêtait. « Clara » chuchota-t-il, sa voix comme du papier qui se déchire. « Ma belle-fille. Je suis là, papa, je suis là. Je dois te dire quelque chose. » Il lutta pour respirer, le respirateur sifflant à côté de lui. « C'est important, écoute attentivement. Garde tes forces, nous parlerons quand tu iras mieux. » « Non, ma chérie. » Sa prise se resserra avec une force surprenante. « Plus de semblant, c'est la fin, et tu dois tout savoir. » Les larmes de Clara tombèrent plus vite. « Papa, je t'en prie. » Dans mon appartement, continua-t-il, chaque mot un effort, le placard de la chambre, une vieille boîte à chaussures Nike, un double fond, il y a une clé. Une clé. Un coffre à la banque, la Première Nationale, le coffre numéro 1247. Il toussa, tout son corps tremblant. Tout ce dont tu as besoin est là, tout ce que j'aurais dû te dire il y a des années. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la peur, non pas de mourir, mais de la laisser sans préparation. Promets-moi, promets que tu iras, promets que tu n'en parleras à personne avant d'avoir compris. Je te le promets. Surtout pas à Julien. Sa voix prit soudain de la force. Surtout pas Julien. Le souffle de Clara s'arrêta. Quoi, pourquoi? Parce que je le vois, ma chérie. Je vois comment il te regarde maintenant que tu es enceinte, maintenant que je suis malade, comme si tu étais un fardeau et non une bénédiction. Sa respiration devenait plus superficielle. J'ai ajouté quelque chose à mon testament il y a 3 semaines, une protection pour toi, pour mon petit enfant. Papa, de quoi parles-tu? Mais les machines changeaient de rythme, les bips s'espacèrent. Une infirmière se précipita, vérifia les moniteurs, et son visage dit tout à Clara. Monsieur Dumont, dit l'infirmière doucement, voulez-vous que nous? Non, chuchota Jacques. Pas de machine, juste ma fille. L'infirmière hocha la tête et sortit discrètement en fermant la porte derrière elle. Jacques regarda Clara, et malgré tout, sourit. Tu sais quel a été le plus beau jour de ma vie? Clara secoua la tête, incapable de parler à cause du sanglot dans sa gorge. Le jour où ta maman t'a mise dans mes bras. Tu étais si petite, si parfaite. Et je t'ai regardée et j'ai pensé, c'est ça, c'est ce pourquoi je suis née. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas toutes les choses que ma famille a tenté de me faire désirer. Juste toi. Juste t'aimer, toi et ta maman. La voix de Clara se brisa. Sa mère était morte en lui donnant naissance, elle ne l'avait jamais connue. Elle était institutrice, belle, gentille, tout ce qu'il y a de pur en ce monde. Ses yeux étaient lointains maintenant, voyant quelque chose que Clara ne pouvait pas voir. Ma famille la détestait. Ils disaient qu'elle n'était pas assez bien, pas de notre classe. Ils m'ont donné un choix, elle ou l'héritage. Quel héritage? Je l'ai choisi, ma chérie. Chaque fois, j'ai choisi l'amour. Et quand elle est morte en te donnant le jour, j'ai choisi toi. J'ai tourné le dos à des milliards pour t'élever correctement, pour t'apprendre ce qui compte vraiment. La tête de Clara tournait. Des milliards, papa, quoi? Mon vrai nom est Jacques de Valois le troisième. Valois Industrie, l'empire de mon grand-père. J'étais censé en prendre la tête, censé épouser une débutante choisie par ma mère. Mais j'ai rencontré ta maman lors d'une œuvre caritative et j'ai su qu'elle était ma vraie vie. Alors je suis partie, j'ai changé de nom, j'ai trouvé un emploi de concierge, et je ne l'ai jamais regretté, pas une seule fois. Tu as été riche tout ce temps.
Clara ne pouvait pas le réaliser. Son père, qui avait fait des doubles shifts, qui conduisait une voiture tenue par du ruban adhésif, qui lui faisait des sandwichs au beurre de cacahuète chaque midi parce que c'était ce qu'il pouvait se payer. Pas riche, ma chérie. Fortuné. Il y a une différence. Riche, c'est ce que tu as. Fortuné, c'est ce que tu es. Il sourit malgré la douleur. Et toi, ma chère fille, tu es la personne la plus fortunée que je connaisse. Tu as du caractère, de l'intégrité, un cœur si grand que cela me fait parfois peur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais que tu grandisses normal, que tu épouses quelqu'un qui t'aimait, pas ton compte en banque, que tu connaisses ta propre force. Sa respiration était laborieuse maintenant. Mais je n'ai jamais cessé de gérer cela, l'argent, le faire croître, le protéger pour toi. Les moniteurs criaient maintenant. Clara voulait appeler les infirmières, mais elle ne pouvait pas lâcher sa main. L'enveloppe, haleta Jacques. Dans le coffre, cela explique tout. Les fiducies, les protections. Et ma chérie. Il l'attira près de lui avec ses dernières forces. Fais confiance au plan. Je sais que cela va faire mal, je sais ce qui va arriver, mais fais confiance au plan. Qu'est-ce qui arrive, papa, que veux-tu dire? Mais ses yeux se fermaient. Tu n'es jamais seule, tu n'es jamais pauvre, tu n'es jamais impuissante. J'ai veillé à cela. Papa, non. Je t'aime, Clara, plus que tout l'argent du monde. Tu es mon plus grand trésor. Et puis il était parti, juste comme cela. Les machines émirent un son plat. Le bruit résonna dans les oreilles de Clara comme la fin de tout. Elle s'effondra sur sa poitrine, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer, serrant sa vieille chemise de travail, respirant son parfum une dernière fois, un savon printanier, du café et de l'amour. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, n'entendit pas les infirmières entrer, n'entendit pas leur dire doucement qu'il était temps de lâcher prise. Tout ce qu'elle entendait, c'était le silence là où la voix de son père résonnait. Et dans sa poche, son téléphone vibra à nouveau. Julien. Salut chérie, la copine de Thomas est là aussi, nous allons tous boire un verre, ce sera sûrement une soirée tardive, ça va? Clara fixa le message à travers ses larmes, les paroles de son père résonnant. Je vois comment il te regarde, comme un fardeau au lieu d'une bénédiction. Elle le voyait enfin, elle aussi. La pluie s'abattait sur le cimetière des cyprès comme si le ciel lui-même pleurait. Clara se tenait au bord de la tombe de son père, sa robe noire trempée, sa main sur son ventre arrondi tandis que les paroles du prêtre se perdaient en un son sans signification. Elle ne l'entendait pas, submergée par le vacarme dans sa tête, la voix désespérée hurlant que cela ne pouvait pas être réel, que d'une seconde à l'autre son papa marcherait derrière elle et dirait « Je plaisante, ma petite fille, je ne pars pas ». Mais le cercueil d'acajou qu'on descendait dans le sol disait le contraire. Les roses qu'elle avait déposées dessus, ses préférées, des jaunes, se fanaient déjà sous la pluie, leurs pétales emportés dans la boue. Il y avait peut-être 30 personnes, d'anciens collègues de l'école primaire, quelques voisins, des cousins éloignés venus par obligation, des gens que Clara reconnaissait à peine. Son père avait vécu modestement, aimé profondément, et était mort, laissant un vide dans le monde qui semblait trop grand pour que Clara y survive. Julien se tenait à côté d'elle, mais il aurait tout aussi bien pu être sur une autre planète. Il tenait un parapluie au-dessus de sa propre tête, pas la sienne. Il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, la mâchoire serrée d'impatience. Lorsque le prêtre dit « de la poussière à la poussière », Julien soupira assez fort pour que Clara l'entende. Elle le regarda vraiment, et vit un étranger. Cet homme qui avait promis de l'aimer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, ne pouvait même pas faire semblant de se soucier qu'elle venait de tout perdre. Après la cérémonie, alors que les gens défilaient pour présenter leurs condoléances, des paroles que Clara n'oublierait jamais, Julien se pencha et chuchota. « Je dois y aller, j'ai un truc avec des clients. » Clara se tourna lentement vers lui. « Un truc, Julien, nous venons d'enterrer mon père. »« Je sais, chérie, et je suis désolée, mais cette affaire est en préparation depuis des mois, je ne peux pas. Ta femme vient d'enterrer son père, et tu as un truc. » Sa voix était monocorde, morte. « Et tu as un truc. » Il eut la décence de paraître mal à l'aise. « Écoute, tu as des gens ici, ça ira. Je te verrai à la maison plus tard. » Il l'embrassa sur le front, vite, prévisible,
comme on caresse un chien, et s'en alla à travers la pluie vers le parking, sortant son téléphone avant même d'avoir atteint sa voiture. Clara le regarda partir, quelque chose se brisant en elle, quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Une femme âgée s'approcha, Madame Lenoir, qui avait travaillé à l'accueil de l'école de son père. Elle attira Clara dans une étreinte féroce qui sentait la lavande et la naphtaline. « Ton père était le meilleur homme que j'ai jamais connu », chuchota-t-elle. « Il parlait de toi chaque jour, tu étais tout son monde. » Clara ne pouvait pas parler, elle hocha simplement la tête, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Il m'a dit quelque chose il y a quelques semaines, » continua Madame Lenoir. « Il a dit, Louise, ma petite fille est plus forte qu'elle ne le sait, et bientôt elle aura besoin de toute cette force. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire alors. Mais Clara, ma chérie, quoi que tu affrontes, quoi qu'il arrive, tu as le sang de ton père en toi. Cela signifie que tu as de l'acier dans la colonne. La vieille dame serra sa main une fois et partit, laissant Clara debout seule sous la pluie, ses mots résonnant. Quoi qu'il arrive. Son père avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su. Cette nuit-là, Clara était assise seule dans le petit appartement de son père, entourée par la vie qu'il avait construite, le canapé usé qu'il possédait depuis 20 ans, la télévision qui ne captait que 3 chaînes, la table de cuisine où il l'avait aidé pour ses devoirs chaque soir, où ils avaient partagé d'innombrables dîners, où il lui avait appris que les meilleures conversations ont lieu autour d'une nourriture simple et d'un amour sincère. Elle aurait dû faire ses affaires, trier ses effets, accomplir toutes les tâches pratiques qui suivent la mort, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était simplement assise là, portant sa vieille veste, respirant son parfum qui s'estompait, essayant de comprendre ce qu'il avait voulu dire à propos du coffre-fort, de la protection, d'être une de Valois. Son téléphone sonna. Julien. Salut, dit-il, un bruit de fond fort derrière lui, de la musique, des rires. Je vérifie juste, ça va. Où es-tu? Juste un dîner avec l'équipe, tu sais comment c'est, il fallait décompresser après l'enterrement, une journée difficile. Une journée difficile. Comme s'il avait été celui qui avait mis son père en terre. Quand rentres-tu? Probablement tard, nous pourrions aller dans un bar après. Tu devrais te reposer, tu as l'air épuisé. J'ai l'air épuisé. Sa voix se fissura. Julien, j'ai enterré mon père aujourd'hui. Je sais, chérie, c'est pourquoi je dis que tu devrais te reposer. Il semblait irrité maintenant, comme si elle était déraisonnable. Écoute, je dois y aller, commande à manger, prends un bain, je te verrai demain. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Clara resta assise là, regardant son téléphone, et c'est alors qu'elle le vit, une notification en haut de l'écran. Julien avait été identifié sur une photo sur Instagram. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Il était là, dans un restaurant tendance qu'elle ne connaissait pas, assis dans une banquette, et à côté de lui, pressé contre lui, riant à quelque chose qu'il avait dit, une femme que Clara n'avait jamais vue, belle, soignée, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. La légende disait, célébrer de nouveaux départs avec mes personnes préférées, Julien Martin, Élodie Moreau. Élodie Moreau, directrice marketing senior dans l'entreprise de Julien. Clara avait entendu ce nom avant. Julien la mentionnait parfois, sa patronne, la femme avec qui il avait toujours des réunions. Clara cliqua sur le profil d'Élodie, il était public, rempli de photos de restaurants chics, de vacances de luxe, de vêtements de créateurs, le succès personnifié. Et là, 3 photos plus bas, il y en avait une autre, Julien et Élodie, son bras autour de sa taille, sa main sur sa poitrine, tous deux souriant comme s'ils avaient gagné au loto. Publié il y a 6 semaines. Alors que le père de Clara mourait, alors qu'elle passait chaque soir à l'hôpital, alors que son monde s'écroulait, la légende disait, quand tu sais, tu sais. La vision de Clara se brouilla. Elle défila plus loin. Plus de photos. Julien et Élodie à un concert, sur une plage, dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel, bien que celle-ci ait été soigneusement recadrée. L'adultère durait depuis des mois, peut-être plus, alors que Clara était enceinte de son enfant, alors que son père mourait, alors qu'elle se noyait dans le chagrin, la peur et la solitude. Julien avait construit une autre vie avec quelqu'un d'autre. Elle courut à la salle de bain et vomit, son corps rejetant la réalité comme un poison. Lorsqu'elle cessa enfin de trembler, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs,
son visage était pâle. Son ventre arrondi repoussait la veste trop grande de son père. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme brisée qui avait tout perdu. Et à ce moment, regardant son propre reflet dévasté, Clara prit une décision. Demain, elle irait à la banque. Elle ouvrirait ce coffre-fort. Elle découvrirait ce que son père avait voulu dire en étant une de Valois, à propos de la protection, de ne jamais être impuissante. Parce que pour l'instant, elle se sentait comme la personne la plus impuissante sur Terre. Son téléphone vibra. Un message de Julien. Au fait, nous devons parler quand je rentrerai, quelque chose d'important. Ces mots, ceux qui ne signifient jamais rien de bon. Clara savait ce qui allait arriver, elle le sentait dans ses os, comme on sent un orage approcher. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que dans exactement 18 heures, son monde entier allait basculer d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. Le lendemain matin arriva trop vite et trop lentement à la fois. Clara n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit sur le canapé de son père, serrant sa veste, fixant le plafond, attendant que Julien rentre. Il ne rentra jamais. À 6 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Julien. « J'ai dormi chez Thomas, je passe à 9 heures, nous devons parler, important. » Les mains de Clara allèrent à son ventre. Son bébé, sa petite fille, le médecin le lui avait dit la semaine dernière, donnait des coups puissants, comme si elle ressentait la peur de sa mère. « Tout va bien, ma douce, » chuchota Clara. « Nous allons bien, ton grand-père l'a promis. Nous devons juste faire confiance au plan. » Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'était le plan. À 8h30, Clara se força à prendre une douche, à mettre des vêtements propres, à ressembler à une personne plutôt qu'à un fantôme. Elle choisit une simple robe noire, la même qu'elle avait portée aux funérailles la veille, car tout le reste semblait trop joyeux, trop vivant pour ce qu'elle ressentait intérieurement. Elle prépara un café qu'elle ne boirait pas, s'assit à la table de la cuisine et attendit. Julien arriva à 9h15, ce qui signifiait qu'il l'avait fait attendre exprès. Un jeu de pouvoir. Elle le reconnaissait maintenant, se demandant combien d'autres petites cruautés elle avait manqué en l'aimant. Il avait bonne mine, reposé, comme s'il n'avait pas assisté aux funérailles de son beau-père la veille. Il portait du parfum, un truc cher qu'il ne portait jamais avec elle. Un instant, Clara se demanda s'il avait passé la nuit avec Élodie. « Salut, » dit-il, sans vraiment la regarder dans les yeux. « Comment tu te sens ? » « Comment penses-tu que je me sens, Julien ? J'ai enterré mon père hier. » « Oui, c'est vrai. » Il s'assit en face d'elle, et elle le vit alors, le dossier dans sa main, en papier craft, officiel, du genre utilisé par les avocats. Son cœur se mit à battre la chamade. « Écoute, il n'y a pas de façon facile de dire cela. » Il fit glisser le dossier sur la table. « Je veux un divorce. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Même si elle le savait, même si elle l'avait vu venir, les entendre à voix haute les rendait réelles d'une manière qui lui coupa le souffle. « Quoi ? » ?»« Je ne suis pas heureux, Clara. Je ne le suis plus depuis longtemps. » Sa voix était répétée, comme s'il avait répété ce discours. « Nous avons pris des chemins différents. Tu as été tellement concentré sur la maladie de ton père, et moi, j'ai besoin de quelque chose de différent. Mon père vient de mourir hier. » Sa voix ne semblait pas être la sienne. « Hier, Julien, et tu me demandes un divorce aujourd'hui. Le timing n'est pas idéal. » « N'est pas idéal. » Elle rit, un son brisé. « Je suis enceinte de 6 mois de ton bébé. Mon père, la seule famille qu'il me restait, vient de mourir, et le timing n'est pas idéal. Je sais que c'est difficile, mais prolonger cela n'aide personne. » Il utilisait sa voix de vendeur maintenant, celle qu'il utilisait pour conclure des affaires. « J'ai déjà parlé à un avocat. Cela peut être simple, propre. Tu gardes l'appartement, je paierai la pension alimentaire. Nous pourrons tous les deux passer à autre chose. » Passer à autre chose. Les mains de Clara tremblaient. Vers quoi ? Vers qui ? Elle sortit son téléphone, ouvrit Instagram, le poussa sur la table. Vers elle, Julien. Le visage de Julien devint soigneusement neutre. « Clara. Combien de temps ? » Sa voix s'éleva. « Combien de temps couches-tu avec ta patronne pendant que je regardais mon père mourir ? Ce n'est pas comme ça.
Alors c'est comment? Elle criait maintenant, ce qu'elle ne faisait jamais. Dis-moi, Julien, comment c'est de tromper ta femme enceinte pendant que son père meurt d'un cancer? Comment c'est d'assister à ses funérailles et ensuite d'aller fêter ça avec ta maîtresse? Comment c'est? Ne rends pas cela moche. Sa mâchoire était serrée. Je n'avais pas prévu que cela arrive. Élodie et moi. Nous sommes connectés d'une manière que toi et moi ne l'avons jamais été. Elle est réussie, ambitieuse, elle va quelque part. Elle comprend la vie que je veux. Chaque mot était un couteau. Et moi, qu'est-ce que je suis? La voix de Clara se brisa. Qu'est-ce que j'étais pour toi? Tu étais ma femme. Passé. Tu es une bonne personne, Clara, tu le es vraiment. Mais tu n'allais jamais être assez. Pas pour la vie que je veux construire. La cruauté de cela lui coupa le souffle. Je suis enceinte de ton enfant. Je sais. Et je soutiendrai le bébé financièrement. Je ne suis pas un monstre. Mais je ne peux pas rester dans un mariage qui me rend malheureux juste à cause de la biologie. Il se leva, boutonna sa veste. Signe les papiers. Mon avocat sera en contact pour les détails. Je passerai ce week-end pour prendre mes affaires. Julien, je t'en prie. Elle détestait la supplication dans sa voix, détestait que même maintenant, même après tout, une partie d'elle voulait qu'il reste. Il la regarda vraiment, et ce qu'elle vit dans ses yeux était pire que la colère, c'était de la pitié. Tu t'en sortiras, Clara. Tu es forte, tu trouveras une solution. Et puis il partit. Il sortit simplement, la laissant assise là, enceinte de 6 mois, récemment orpheline, avec des papiers de divorce sur la table et un avenir qui ressemblait à un trou noir. Clara resta assise dans le silence, les paroles de son père résonnant. Je le vois dans ses yeux. Il te regarde comme un fardeau. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Bonjour Clara, c'est Élodie. Je sais que cela doit être difficile pour toi, mais Julien et moi sommes amoureux. Nous apprécierions ta discrétion et ta coopération pendant cette transition. Nous aimerions avancer dans nos vies aussi vite que possible. Merci de ta compréhension. L'audace. L'audace pure et époustouflante. Quelque chose changea en Clara, quelque chose de froid, de clair, de tranchant. Elle prit ses clés, attrapa la veste de son père, et se rendit à la Première Nationale. Il était temps de découvrir ce que son père avait voulu dire en n'étant jamais impuissante. La banque était ancienne, imposante, tout en marbre et plafond cathédral. Clara s'avança vers le bureau d'information, son ventre arrondi en avant, et dit « Je dois accéder au coffre-fort numéro 1247. » Les doigts de la femme volèrent sur son clavier. Puis elle s'arrêta, regarda Clara avec des yeux nouveaux. « Un instant, s'il vous plaît. Je dois chercher le directeur. » Un homme en costume coûteux apparut en quelques minutes. « Mademoiselle Dumont, je suis Gérard de Montigny, le directeur de l'agence. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Il la conduisit dans une salle privée, utilisa 2 clés pour ouvrir le coffre, puis s'excusa discrètement. À l'intérieur se trouvait une seule grande enveloppe. Les mains de Clara tremblèrent en l'ouvrant. La première chose qu'elle vit fut une lettre de l'écriture de son père. Mais en dessous se trouvaient des documents, tellement de documents, des certificats d'action, des actes de propriété, des relevés bancaires avec des chiffres qui n'avaient aucun sens. Elle lut d'abord la lettre. « Ma très chère Clara, si tu lis ceci, je suis partie et tu es probablement confuse, peut-être effrayée, certainement en deuil. Je suis tellement désolée de ne pas être là pour t'expliquer cela en personne, pour te tenir pendant que tu assimiles cela, pour voir ton visage quand tu réalises qui tu es vraiment. Mais ma petite fille, il est temps que tu connaisses la vérité sur la famille de Valois, sur moi, sur tout ce que je t'ai protégé et protégé pour toi toutes ces années. » Clara lut tout, les larmes coulant sur son visage, son esprit luttant pour comprendre ce que son père lui disait. Il était Jacques de Valois le troisième, héritier d'un empire de 3 milliards. Il avait tourné le dos à 23 ans pour épouser sa mère, la femme que sa famille disait ne pas être assez bien. Il avait changé de nom, pris un emploi de concierge, construit une vraie vie basée sur l'amour plutôt que l'argent. Mais il n'avait jamais abandonné l'héritage. Il l'avait simplement caché, géré discrètement par des avocats, l'avait laissé croître, l'avait protégé pour elle.
Et 3 semaines avant sa mort, sachant ce que Julien ferait, il avait tout restructuré, placé dans une fiducie irrévocable que Julien ne pourrait jamais toucher, même s'ils étaient encore mariés. La valeur totale du patrimoine, estimation actuelle, 5,2 milliards. Clara lut ce nombre. 5 milliards, avec un B. Son père, son papa, qui avait mangé des nouilles instantanées le soir pour qu'elle puisse prendre des cours de danse, valait 5 milliards, et il lui avait laissé chaque centime. Il y avait un dernier paragraphe dans la lettre qui la fit sangloter à haute voix. « Je sais ce que Julien va faire, ma petite fille. Je l'ai vu dans ses yeux pendant des mois. Il va te quitter. Il va te blesser de manières qui te feront tout remettre en question. Mais je dois que tu comprennes quelque chose. Son départ est le plus grand cadeau qu'il puisse te faire. Car maintenant tu sauras. Tu sauras que lorsqu'il a choisi de partir, il n'avait aucune idée de ce qu'il abandonnait. Il t'a quitté parce qu'il pensait que tu étais pauvre, parce qu'il pensait que tu étais faible, parce qu'il pensait pouvoir faire mieux. Et Clara, ma chère fille, j'ai besoin que tu le laisses partir. Laisse-le épouser sa maîtresse. Laisse-le construire sa petite vie. Et quand tu seras prête, quand tu seras guérie, montre-lui, à elle et au monde entier, qui est vraiment Clara Dumont de Valois. Pas avec cruauté, pas par vengeance, mais en construisant une vie si belle, si significative, si puissante qu'ils passeront le reste de leurs jours à étouffer de regrets. C'est la manière de Valois. Nous ne détruisons pas nos ennemis. Nous devenons simplement si magnifiques qu'ils se détruisent eux-mêmes. Fais confiance au plan, ma petite fille. Je t'aime plus que tous les milliards du monde. Papa. Clara resta assise dans cette pièce pendant 2 heures, lisant et relisant chaque document, chaque lettre, chaque fragment de la vie secrète de son père. Puis elle sortit son téléphone et appela le cabinet d'avocats dont la carte était jointe au document. De Valois et Associés. Un homme répondit immédiatement. Mademoiselle Dumont, nous attendions votre appel. Je suis maître Laurent, l'avocat de votre père, et votre cousin en réalité. Votre père était mon oncle Jacques. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour tout vous expliquer et commencer la transition des actifs. Demain vous conviendrait-il? Demain. La voix de Clara était creuse. Mon mari vient de me demander le divorce ce matin. Je sais, la voix de maître Laurent était douce. Votre père avait prédit que cela arriverait. Il m'avait fait préparer quelque chose de spécial pour ce scénario exact. Clara, je suis tellement désolée pour votre perte. Votre oncle Jacques était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Mais je vous promets, il vous protège encore. Tout est en place, tout va bien se passer. Clara mit fin à l'appel et resta assise dans le silence, sa main sur son ventre, son esprit chavirant. Julien avait demandé le divorce parce qu'il pensait qu'elle n'avait rien, parce qu'il pensait qu'Élodie, avec son salaire à 6 chiffres et ses vêtements de créateur, était un meilleur pari. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tourner le dos à 5 milliards. Et demain, Clara allait commencer à apprendre exactement ce que cela signifiait. Mais d'abord, elle devait signer ses papiers de divorce. Elle devait le laisser partir. Non parce qu'elle était faible, mais parce que son père lui avait appris quelque chose que Julien ne comprendrait jamais. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il attend. Il observe. Il agit au bon moment. Clara rentra chez elle, signa chaque page que Julien lui avait laissée, et les plaça dans une enveloppe adressée à son avocat. Puis elle ouvrit son ordinateur et acheta un billet pour New York le lendemain matin. Maître Laurent avait proposé d'envoyer un jet privé, mais Clara avait refusé. Elle n'était pas encore prête pour ce monde-là. Elle avait besoin d'un jour de plus en tant que Clara ordinaire. Un jour de plus avant que tout ne change. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Tu as signé. » Elle répondit « Oui, tu es libre. » Sa réponse arriva immédiatement. « Merci d'être raisonnable à ce sujet. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras le bonheur. » Clara fixa ces mots, la cruauté désinvolte de ceux-ci, l'hypothèse qu'il lui faisait une faveur, qu'elle devrait être reconnaissante. Elle supprima le message sans répondre. Puis elle ouvrit Instagram et regarda une dernière fois le profil d'Élodie. Le dernier post montrait Julien et elle dans ce qui ressemblait à une bijouterie. La légende disait « Quand tu sais, tu sais ». Fiançailles, nouveau départ. Ils s'étaient fiancés. Le même jour où il avait demandé le divorce,
probablement le même jour où Clara avait enterré son père. Clara sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la colère, plus même de la douleur. Quelque chose de plus froid, de patient, quelque chose que son père avait passé sa vie à lui enseigner, même si elle n'avait pas su à quoi servaient les leçons. La dignité face à la cruauté. La grâce sous pression. Le jeu long. Elle commenta le poste. Félicitations. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur que vous méritez. Chaque mot signifiait exactement ce qu'il disait. En moins d'une heure, le poste avait explosé. Des gens qui connaissaient Clara, qui savaient qu'elle venait de perdre son père et son mari la même semaine, commentaient avec indignation. La section des commentaires d'Élodie devint un champ de bataille. Clara éteignit son téléphone et alla se coucher dans l'appartement de son père, enveloppée dans sa veste, sa main sur son ventre. « Ton grand-père était un homme intelligent », chuchota-t-elle à son bébé. « Il savait exactement ce qu'il faisait. Nous devons juste faire confiance au plan. » Dehors, le tonnerre gronda. Un orage arrivait, mais Clara Dumont de Valois y était prête. Les bureaux de Valois et Associés occupaient tout le 47e étage de la tour Sterling à Manhattan. Et lorsque Clara sortit de l'ascenseur le lendemain matin, tout était vert, chrome et ce genre de silence que l'argent achète. La réceptionniste leva les yeux et son expression changea immédiatement. Mademoiselle de Valois. Dumont, corrigea automatiquement Clara. Elle fut conduite le long d'un couloir orné de portraits d'hommes sévères en costume, des de Valois, ses ancêtres. Et puis elle le vit, au bout du couloir, un portrait d'un jeune homme aux yeux doux et à un sourire qui semblait vouloir s'échapper. Son père, jeune, fortuné, avant qu'il ne tourne le dos à tout cela. Un homme distingué dans la soixantaine sortit, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Clara, je suis maître Laurent, ton oncle Henri. Ton père était mon oncle. » Il la conduisit dans une salle de conférence où deux autres personnes attendaient, une femme au regard perçant et un homme plus jeune avec un ordinateur portable. « Voici Patricia Moreau, votre conseillère financière, et David Lenoir, votre comptable. Il gère les avoirs de votre père depuis 15 ans maintenant. Il travaille pour vous. » Au cours des heures suivantes, ils guidèrent Clara à travers tout. Elle possédait des parts majoritaires dans 17 grandes entreprises, des biens immobiliers commerciaux dans 12 États, un portefeuille d'actions d'une valeur d'1,8 milliard, une collection d'art évaluée à 400 millions, des actifs liquides totalisant 600 millions. « Votre père a tout restructuré il y a 3 semaines avant sa mort, » dit doucement maître Laurent. Le lendemain de la visite de Julien à l'hôpital. Le souffle de Clara s'arrêta. Julien lui a rendu visite ? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se libérer du travail. L'expression de maître Laurent s'assombrit. Il a passé 15 minutes à se plaindre des factures d'hôpital, du fait que la grossesse était un mauvais timing, de la pression au travail. Il a demandé si votre père avait une assurance vie pour compenser la charge. Votre père a entendu chaque mot. Le lendemain, il m'a appelé et s'est assuré que Julien ne pourrait jamais toucher un centime de cela. Clara sentit des larmes glisser sur son visage. Il savait. Maître Laurent fit glisser une dernière lettre sur la table. Julien n'est pas parti parce que tu n'étais pas assez. Il est parti parce qu'il n'était pas assez. Maintenant, relève-toi, non pour te venger, mais parce que tu es une de Valois. Construis quelque chose de beau. Aide les gens. Et quand Julien verra ce que tu es devenu, souris. Car leur regret n'est pas ton fardeau. Vis bien. C'est la meilleure vengeance de toutes. Clara essuya ses yeux. Je veux aider les femmes en crise, les mères célibataires, les femmes qui se sentent impuissantes et seules. Je veux commencer immédiatement. Votre père a déjà établi une fondation avec une dotation de 500 millions, dit doucement Patricia. Elle est prête quand vous l'êtes. Alors je suis prête. Mais d'abord, je veux organiser un dîner pour des partenaires potentiels et des membres du conseil. Clara ouvrit le LinkedIn d'Élodie. Elle est directrice marketing senior, réussie, bien connectée, exactement le genre de personne qu'une nouvelle fondation voudrait rencontrer, n'est-ce pas? Le sourire de maître Laurent devint connaisseur. Ainsi que son nouveau mari, bien sûr. 3 semaines plus tard, des invitations élégantes arrivèrent à 50 adresses soigneusement sélectionnées. La Fondation Dumont de Valois a le plaisir de vous inviter à un dîner de réception intime,
vendredi 15 octobre à 19 h, au club métropolitain. Élodie la montra immédiatement à Julien, les yeux brillants. Cela pourrait être énorme pour ma carrière si je pouvais intégrer leurs conseils. Elle répondit oui dans l'heure. Le club métropolitain était une élégance de vieil argent, des plafonds élevés, des lustres en cristal, un pouvoir chuchoté au lieu d'être crié. Clara arriva tôt dans une robe de maternité vert émeraude, des boucles d'oreilles en diamant ayant appartenu à sa grand-mère de Valois scintillant à ses oreilles. Elle était enceinte de 7 mois maintenant, et elle ne s'était jamais sentie plus puissante. À 19 h 15, Julien et Élodie entrèrent. Clara les vit avant qu'il ne la voie. Julien, mal à l'aise parmi une richesse authentique. Élodie, confiante dans sa robe de créateur rouge, scrutant la pièce pour repérer des personnes importantes à impressionner. Maître Laurent s'avança devant. « Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter notre fondatrice et directrice, Mademoiselle Clara Dumont de Valois. » Clara s'avança. Chaque œil dans la pièce se tourna vers elle, y compris ceux de Julien, y compris ceux d'Élodie. Elle vit la reconnaissance les frapper, vit le visage de Julien se décolorer, vit le sourire d'Élodie geler et se fissurer. « Merci à tous d'être venus, » dit Clara, sa voix ferme. « Il y a 3 mois, j'ai perdu mon père, un concierge dans une école primaire, qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas dans les comptes bancaires, mais dans les vies que l'on touche et l'intégrité que l'on porte. Ce que je ne savais pas, c'était que mon père, Jacques de Valois le III, avait tourné le dos à la fortune familiale il y a 35 ans pour épouser la femme qu'il aimait. Il a choisi l'amour plutôt que l'argent. Il m'a élevé pour valoriser les mêmes choses. » Julien agrippa le dos d'une chaise, ses jointures blanches. « Lorsqu'il est décédé, il m'a laissé tout son patrimoine, évalué à environ 5,2 milliards. Mais plus que cela, il m'a laissé une mission pour aider les femmes qui se sentent impuissantes et abandonnées. Car il y a 3 mois, j'étais l'une de ces femmes. » Les yeux de Clara trouvèrent directement Julien. « J'étais enceinte de 6 mois, en deuil de la mort de mon père, quand mon mari m'a demandé le divorce. Il m'a dit que je ne serais jamais assez, qu'il avait trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un de réussi, d'ambitieux, qui allait quelque part. » Élodie tremblait, sa main sur sa bouche. « Il a divorcé de moi, pensant que je n'avais rien. Et je l'ai laissé partir parce que mon père m'a appris qu'on ne peut pas perdre ce qui nous appartient vraiment, et qu'on ne peut pas garder ce qui n'était jamais destiné à rester. Cette fondation est pour chaque femme qui a été sous-estimée, à qui on a dit qu'elle n'était pas assez. Car parfois, les personnes qui vous quittent vous font la plus grande faveur de votre vie. » Elle leva son verre. À de nouveaux départs, à comprendre sa valeur. La pièce explosa en applaudissements. Les gens se précipitèrent pour la féliciter. Et à l'arrière, Julien et Élodie restèrent figés, regardant la femme dont ils avaient eu pitié devenir le centre d'un monde qu'ils ne toucheraient jamais. Julien attrapa le bras d'Élodie et la tira vers la sortie. Ils atteignirent le parking avant que le calme d'Élodie ne vole en éclats. Le cri résonna contre les murs de béton, brut et plein d'horreur. « Mon Dieu, Julien, tu as quitté une milliardaire, tu as divorcé d'une milliardaire pour moi, qu'avons-nous fait ? » « Je ne savais pas. Tu ne savais pas. » Élodie était hystérique. Son père était concierge, tu as dit qu'elle était pauvre, tu as dit que nous montions en gamme. Elle était pauvre. Comment étais-je censé savoir ? Tu l'as quittée pendant qu'elle était enceinte, tu m'as épousée 24 heures après la mort de son père, et elle vaut 5 milliards. Ce que nous avons perdu. Julien riposta. Tu m'as poussé à la quitter. Parce que tu m'as dit qu'elle n'avait rien. La voix d'Élodie se brisa. Je suis l'autre femme dans une histoire où la femme est l'une des personnes les plus riches de l'État. Ma réputation, ma carrière, tout est détruit. Elle regarda son alliance et rit amèrement. Je pensais avoir gagné, mais elle t'a laissé partir parce que tu n'étais rien, et elle le savait avant nous. Élodie retira son alliance et la lui jeta. Je ne peux pas être mariée à un homme assez stupide pour divorcer d'une milliardaire. C'est terminé. Élodie, attends. Mais elle était partie, laissant Julien seul avec l'écho de ses cris et le poids de la plus grande erreur de sa vie. À l'étage, Clara acceptait des promesses de soutien, sentant son bébé donner des coups vigoureux et sains. Maître Laurent s'approcha avec un sourire connaisseur. Ils sont partis assez rapidement. Élodie criait dans le parking.
Clara ne ressentit rien. Aucune satisfaction, aucun triomphe, juste un calme certain. Mon père m'a dit un jour que la meilleure vengeance est de construire une vie si belle que vos ennemis se détruisent eux-mêmes en la regardant. Il serait très fier de vous. Je sais. Je le sens. 2 mois plus tard, Clara donna naissance à Claire Jacques Dumont de Valois. Julien eut droit à des visites supervisées car Clara croyait que sa fille méritait de connaître son père, même s'il s'était montré indigne de faire partie de la vie de Clara. Élodie déménagea à Boston pour échapper au scandale, déclara faillite, prit un emploi moins bien payé où personne ne connaissait l'histoire du parking, et Clara construisit sa fondation en quelque chose de transformateur. 200 femmes aidées la première année, des loyers payés, de l'espoir restauré. 5 ans plus tard, Claire commença la maternelle dans la même école où son grand-père avait travaillé comme concierge. Julien se présenta pour la déposer, regardant sa fille confiante sauter dans le bâtiment. « Elle est incroyable, dit-il doucement. « Oui, convint Clara. Elle l'est. » Il voulut dire qu'il avait changé, qu'il comprenait maintenant, qu'il donnerait n'importe quoi pour une seconde chance. Mais les yeux de Clara étaient sur sa fille, et il réalisa qu'elle ne pensait pas du tout à lui. Elle avait gagné, non pas en le détruisant, mais en construisant une vie si pleine, si significative, que sa présence ou son absence n'avait aucune importance. Clara se tenait dans la lumière du matin, les paroles de son père résonnant. « Tu n'es jamais seule, tu n'es jamais pauvre, tu n'es jamais impuissante. » Et elle sut qu'il avait eu raison, non pas à cause des milliards, mais parce qu'il l'avait élevée pour savoir que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, que la vraie richesse se mesure en amour, et que les personnes qui vous quittent font de la place pour la vie que vous étiez toujours destinée à vivre. Alors, si vous vous êtes jamais senti abandonné, trahi ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez, souvenez-vous de l'histoire de Clara. Parfois, les personnes qui s'en vont vous font la plus grande faveur de votre vie. Maintenant, je veux entendre de vous. D'où regardez-vous cela, de Paris, New York, Londres ou ailleurs? Mettez votre lieu dans les commentaires maintenant. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci, car vous n'êtes jamais impuissant. Vous ne le savez peut-être pas encore. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.